Un cow-boy solitaire fut témoin de l'impensable sur ce marché poussiéreux du Far West. Deux sœurs mises aux enchères comme du bétail, leurs yeux vides reflétant le soleil implacable de midi. Mais quelque chose dans ces visages marqués par la souffrance éveilla une flamme longtemps endormie dans sa poitrine. En quelques minutes, il allait tout miser pour changer le destin de ces âmes perdues. Vous êtes-vous déjà demandé comment un seul moment peut redéfinir le cours de 3 vies entrelacées par le destin? C'était une matinée comme tant d'autres dans les plaines infinies de l'Ouest américain, où l'horizon se fondait avec le ciel en une ligne de chaleur tremblante. Le vent portait avec lui l'arôme âcre de la sauge sauvage, mélangé à la poussière fine qui dansait en tourbillon paresseux. Jean Martin, connu seulement sous le nom de Jeannot parmi les rares qui osaient l'appeler par son nom, chevauchait sa jument alezane sur les chemins tortueux qui menaient au marché de Ravine-Amère. À 35 ans, son visage buriné par le soleil racontait des histoires que ses mots révélaient rarement. De fines cicatrices sillonnaient ses mains calleuses, chacune un témoignage silencieux de batailles livrées contre la terre impitoyable et des hommes encore plus implacables. Il apparut comme un mirage à l'horizon, ces bâtiments de bois délavés s'élevant de la plaine, comme les dents cassées d'un géant endormi. Le marché mensuel attirait marchands, fermiers et toutes sortes d'âmes désespérées en quête d'affaires, ou simplement de compagnie humaine. Jeannot n'était pas différent. Il avait besoin de provisions pour les mois à venir, de sel pour conserver la viande, de munitions pour se protéger des loups qui rôdaient autour de son maigre troupeau. Mais le destin avait d'autres plans tissés dans sa trame invisible. Le brouhaha du marché l'enveloppa comme une vague. Les vendeurs criaient leurs marchandises. Le fer battait sur l'enclume du forgeron dans un rythme hypnotique. Des enfants couraient entre les jambes des adultes volant des pommes sur les étals. C'était la vie dans sa forme la plus brute et la plus honnête. Jeannot attacha sa jument à la borne usée et marcha entre les tentes, ses yeux bleu-gris observant tout avec la prudence de celui qui avait appris que la vigilance était la différence entre la vie et la mort dans ces terres sauvages. C'est alors qu'il vit, au centre de la place principale, s'élevait une petite estrade improvisée. Le commissaire-priseur, un homme corpulent nommé Pierre Dubois, connu pour son manque de scrupules et son amour de l'argent facile, gesticulait de façon dramatique. Mais ce n'étaient pas des chevaux ou du bétail qui étaient offerts. 2 jeunes femmes se tenaient debout, les poignets liés par des cordes rugueuses, leurs robes usées couvrant à peine la dignité qu'elles tentaient de préserver. L'aînée ne pouvait avoir plus de 23 ans. Des cheveux noirs comme la nuit sans lune, tombant en vagues ébouriffées sur ses épaules. Ses yeux verts brûlaient d'une fureur contenue, défiant chaque homme qui osait la regarder. La plus jeune, peut-être 16 printemps, tremblait comme une feuille au vent, ses cheveux châtain clair formant un rideau protecteur autour de son visage pâle. L'estomac de Jeannot se noua. Il connaissait ce genre d'enchères, des dettes impayées, des familles détruites, des femmes vendues pour régler des engagements ou simplement parce qu'il n'y avait personne d'autre pour les protéger. La loi, quand elle existait dans ses confins, fermait les yeux. C'était le code brutal de l'Ouest, où la force déterminait le droit et la compassion était un luxe que peu pouvaient se permettre. Dubois hurlait les enchères, sa voix rauque, résonnant sur la place. Des hommes rudes s'agglutinaient, certains avec des intentions que Jeannot préférait ne pas imaginer. Il vit la façon dont ils regardèrent les sœurs, comme des prédateurs évaluant leur proie. Quelque chose en lui se brisa à ce moment, comme un barrage cédant à la pression des eaux accumulées. Des souvenirs d'une autre femme, d'un autre temps, d'une autre faute impardonnable inondèrent son esprit. Marie. Le nom brûlait encore comme du fer rouge dans sa conscience. Sa femme, morte il y a 5 ans parce qu'il n'était pas là pour la protéger quand des bandits avaient attaqué leur ferme précédente. La culpabilité était sa compagne constante depuis lors, lui murmurant des accusations dans les nuits solitaires. Sans réfléchir, mu par une impulsion venant des profondeurs de son âme blessée, Jeannot leva la main. Sa voix coupa l'air comme le claquement d'un fouet. La somme qu'il offrit fit taire la foule. C'était tout ce qu'il avait, chaque centime économisé au fil des années de dur labeur, vendant du bétail, domptant des chevaux sauvages, risquant sa vie dans des travaux que d'autres refusaient. Dubois sourit,
ses dents jaunies brillant sous le soleil. Le marteau frappa 1, 2, 3 fois. Vendu. Le silence qui suivit fut seulement brisé par le vent qui sifflait entre les constructions. Jeannot marcha vers l'estrade, chaque pas pesant comme du plomb. Il remit la bourse en cuir contenant ses économies à Dubois, qui la pesa avec une satisfaction obscène. Les cordes furent coupées. Les sœurs le regardèrent, l'aînée avec une méfiance palpable, la plus jeune avec un mélange de peur et d'espoir désespéré. Le premier mot vint de l'aînée, sa voix rauque par le manque d'usage mais chargée de force. Son nom était Éléonore, Éléonore pour les intimes qui n'existaient plus. La plus jeune était Marguerite, qui pouvait à peine lever les yeux du sol poussiéreux. Orpheline depuis 6 mois, leurs parents morts de la fièvre qui avait balayé la région comme la faux de la mort, fauchant le blé mûr. La ferme reprise pour dette, elles avaient été le dernier recours du créancier pour récupérer son investissement. Le voyage de retour à la ferme de Jeannot fut un exercice de silence tendu. Les sœurs chevauchaient ensemble sur un cheval emprunté. Éléonore gardant Marguerite près d'elle, comme une louve protégeant sa portée. Le soleil commençait sa descente lente vers l'horizon, peignant le ciel de tons de sang et d'or. La ferme apparut comme un refuge improbable, une poignée de constructions simples étreinte par une clôture qui suggérait plus les limites qu'elle ne les imposait. La maison principale était modeste, 2 pièces et une véranda qui grinçait, sous le poids des années. La grange, tordue mais fonctionnelle, abritait les quelques têtes de bétail que Jeannot avait réussi à maintenir en vie pendant la dernière sécheresse. Le puits, creusé de ses propres mains, était le cœur battant de ce petit royaume que survit. Il leur montra la chambre qui serait la leur, la seule autre que la sienne. Il avait préparé l'espace à la hâte avant de partir pour le marché, sans jamais imaginer qu'il l'utiliserait si tôt. Éléonore examina chaque recoin, avec des yeux d'aigle, cherchant des pièges, des arrière-pensées. Elle ne trouva qu'une simplicité honnête, un lit assez grand pour 2, un coffre pour ranger des affaires qu'elle ne possédait pas, une fenêtre donnant sur le pâturage où le bétail paissait paresseusement. Marguerite toucha les draps rapiécés de doigts tremblants, comme si elle ne croyait pas qu'ils étaient réels. La première nuit fut un test de volonté. Jeannot prépara un repas simple, des haricots avec lard et du pain de maïs qu'il avait cuit ce matin-là. Ils mangèrent en silence autour de la table de bois brut, la lanterne projetant des ombres dansantes sur les murs. Ce fut Marguerite qui brisa le silence, sa voix douce comme le chant d'un oiseau à l'aube demandant pourquoi il avait fait cela. Pourquoi dépenser tout ce qu'il avait pour 2 étrangères? Jeannot n'avait pas de réponse prête. Comment expliquer le poids de la culpabilité, le désir de rédemption, le besoin viscéral de faire quelque chose de bien après tant d'erreurs? Il marmonna quelque chose sur le fait que c'était la bonne chose à faire, sur le fait que personne ne méritait ce destin. Éléonore renifla, clairement pas convaincue, mais ne le pressa pas. Il y avait le temps de découvrir les véritables intentions de cet homme étrange, qui les avait achetées comme si elles étaient des marchandises, mais les traitait comme des êtres humains. Les jours se transformèrent en semaines, établissant une routine qui apporta une structure au chaos émotionnel. Jeannot se levait avant le soleil, s'occupait des animaux, réparait ce qui avait besoin d'être réparé. Les sœurs, initialement réticentes, commencèrent à aider. Éléonore se révéla une travailleuse infatigable, ses mains délicates, cachant une force surprenante. Elle trayait les vaches, nourrissait les poules, aida même à réparer la clôture lorsqu'une tempête en abattit une partie. Ce fut pendant l'une de ces tempêtes que le premier moment de connexion réelle se produisit. Le ciel s'assombrit comme si la nuit était arrivée à midi. Des nuages noirs tourbillonnant en spirale menaçante. Le vent hurlait comme 1000 démons, arrachant des tuiles du toit. Marguerite, terrorisée par les coups de tonnerre qui rappelaient la nuit où ses parents étaient morts, se recroquevilla dans un coin en tremblant. Jeannot la trouva ainsi, des larmes silencieuses traçant des chemins dans la poussière de son visage. Sans réfléchir, il s'agenouilla à ses côtés, sa voix, grave mais douce, racontant des histoires de quand il était enfant, et craignait lui aussi les tempêtes. Il raconta comment sa grand-mère Cherokee lui avait appris que les coups de tonnerre n'étaient que les esprits dansant dans le ciel, croyance Cherokee.
célébrant l'arrivée de la pluie qui nourrirait la terre. Marguerite l'écouta avec des yeux écarquillés, sa petite main trouvant la sienne et la serrant comme si elle était une ancre dans une mer déchaînée. Éléonore observait depuis l'embrasure de la porte quelque chose changeant dans son regard. Ce n'était plus seulement de la méfiance qu'elle voyait chez cet homme, mais des couches de douleur et de bonté entrelacées comme les racines d'un vieil arbre. Lorsque la tempête passa et que le soleil revint briller, inondant le monde de lumière dorée, elle s'approcha de lui pendant qu'il réparait les dégâts à la grange. Ses mots furent simples mais chargés de sens. « Merci de prendre soin d'elle, de prendre soin de nous. » Le temps dans l'Ouest avait sa propre cadence, mesurée non par des horloges mais par les saisons et la survie. L'été arriva avec sa fureur habituelle, transformant la terre en fournaise et faisant valoir l'eau plus que l'or. Ce fut alors que Jacques Lefebvre entra dans leur vie comme un nuage noir à l'horizon. Riche propriétaire terrien, Lefebvre convoitait la propriété de Jeannot depuis des années, surtout après que des rumeurs sur une nappe phréatique sous la terre eurent commencé à circuler. Lefebvre apparut par une après-midi suffocante, accompagné de 3 hommes de main qui ressemblaient plus à des vautours attendant la charogne. Sa proposition fut directe et insultante. Offrir une misère pour la terre ou affronter les conséquences. Jeannot refusa avec la même franchise, sa main reposant négligemment mais significativement sur la crosse de son revolver. Lefebvre sourit, un rictus qui n'atteignait pas ses yeux morts, et partit avec des promesses voilées que la conversation n'était pas terminée. Les semaines suivantes furent tendues. Du bétail apparaissait mort, empoisonné. Les clôtures étaient coupées pendant la nuit. Les puits voisins séchaient mystérieusement. La communauté, composée principalement de petits fermiers luttant pour leur survie, commença à murmurer. Certains blâmaient Jeannot d'avoir attiré la colère de Lefebvre. D'autres, plus courageux ou peut-être plus désespérés, offrirent une aide voilée. Ce fut pendant cette période turbulente que le deuxième moment crucial entre Jeannot et Éléonore se produisit. Une nuit, après avoir trouvé 2 autres, veaux morts, Jeannot s'assit sur la véranda, le poids du monde sur ses épaules. Éléonore apparut silencieusement, 2 tasses de café fumant dans les mains. Ils s'assirent côte à côte, observant les étoiles qui parsemaient le ciel comme des diamants sur du velours noir. Elle parla la première, sa voix douce dans l'obscurité racontant sa vie d'avant, les rêves qu'elle avait avant que la mort de ses parents ne détruise tout. Elle voulait être enseignante, apprendre aux enfants à lire et à écrire, leur donner les outils pour échapper à l'ignorance qui en emprisonnait tant. Jeannot écouta vraiment, réalisant qu'il y avait plus en cette femme que l'âme survivante endurcie qu'elle montrait au monde. Quand ce fut son tour de partager, les mots sortirent comme de l'eau rompant un barrage. Il parla de Marie, de l'amour qu'il partageait, des projets de fonder une famille, d'être rentré à la maison ce jour fatidique et de n'avoir trouvé que des cendres et des souvenirs. Des années aérées comme une âme en peine, cherchant la rédemption à chaque lever de soleil et ne trouvant que plus de culpabilité. Éléonore n'offrit pas de mots de consolation vide. Au lieu de cela, sa main trouva la sienne dans l'obscurité, un toucher léger mais ferme. Parfois, dit-elle, la seule façon d'honorer les morts est de vivre pour les vivants. Les mots restèrent suspendus entre eux comme des lucioles, éclairant des vérités qu'ils avaient tous deux besoin d'entendre. Le conflit avec Lefebvre s'intensifia lorsqu'il fit son coup le plus audacieux. Usant de son influence, il réussit à faire en sorte que le shérif, un homme faible acheté avec des promesses et des menaces, mette en doute la légalité de l'achat des sœurs. Des insinuations sordides furent faites, des rumeurs se répandirent comme de la mauvaise herbe. La réputation de Jeannot, déjà précaire parce qu'il était un solitaire, en souffrit. Mais pire encore étaient les regards qu'Éléonore et Marguerite recevaient lorsqu'elles allaient en ville chercher des provisions. La goutte d'eau qui fait déborder le vase vint lorsque Marguerite fut cernée par 3 des hommes de Lefebvre alors qu'elle cherchait de l'eau au ruisseau. Leurs intentions étaient claires dans leurs sourires lascifs et leurs mains qui s'approchaient. Le cri de Marguerite résonna dans la vallée, atteignant Éléonore qui travaillait dans le potager. Sans hésiter, Éléonore prit le fusil que Jeannot gardait dans la maison et courut. La scène qu'elle découvrit fit bouillir son sang. Marguerite acculée contre les rochers, des larmes coulant tandis qu'elle tentait d'échapper aux mains envahissantes.
Éléonore ne donna pas d'avertissement. Le premier tir siffla près de l'oreille de l'homme le plus proche. Le deuxième frappa le sol entre leurs pieds. Le message était clair. Les hommes reculèrent, jurant et promettant que cela n'en resterait pas là. Lorsque Jeannot arriva, alerté par les coups de feu, il trouva les sœurs enlacées. Marguerite sanglotant sur l'épaule d'Éléonore, qui tenait toujours l'arme d'une main ferme. La fureur qu'il vit dans les yeux verts d'Éléonore reflétait la sienne. À ce moment-là, quelque chose de fondamental changea. Elles n'étaient plus seulement des protégées sous son toit. Elles étaient sa famille. Et on protège sa famille. La réponse de Jeannot fut calculée. Il connaissait les hommes comme Lefebvre, des prédateurs qui se nourrissaient de la peur. Un affrontement direct ne ferait qu'aggraver la violence. Au lieu de cela, il utilisa la seule arme à laquelle Lefebvre ne s'attendait pas, la loi. Il voyagea 2 jours jusqu'au chef-lieu de comté, où un juge intègre maintenait encore une certaine apparence de justice. Avec lui, il apporta des documents prouvant ses droits sur la terre, des témoignages de voisins sur le harcèlement de Lefebvre, et plus important encore, des preuves d'autres activités illégales du riche fermier. Pendant son absence, Éléonore prit les rênes de la ferme avec un naturel qui les surprit toutes deux. Elle organisa la défense, convainquant quelques voisins d'aider en échange d'une assistance future. La nuit, elle montait la garde, le fusil à portée tandis que Marguerite dormait. Ce fut lors d'une de ces nuits que le 3e moment important se produisit. Incapable de dormir, Éléonore errait dans la maison lorsqu'elle vit de la lumière venant de la chambre de Jeannot. Curieuse, elle jeta un coup d'œil par la porte entr'ouverte. Sur la table, éclairée par la lumière vacillante de la lanterne, se trouvaient des objets qui racontaient une histoire de perte. Une photographie décolorée d'une femme souriante, une simple alliance, des lettres jaunies par le temps, l'autel improvisé à la mémoire de Marie. Le grincement d'une planche la dénonça. Elle s'attendait à de la colère, à des accusations d'invasion de la vie privée. Au lieu de cela, Jeannot l'invita simplement à entrer d'un geste fatigué. Ils s'assirent en silence pendant de longues minutes avant qu'il ne commence à parler. Il raconta des histoires sur Marie, sur son rire qui sonnait comme des clochettes d'argent, sur la façon dont elle faisait le meilleur pain de maïs du comté, sur la façon dont ses yeux brillaient quand elle parlait d'avoir des enfants. Éléonore écouta, comprenant enfin la profondeur de la blessure que Jeannot portait. Quand il eut terminé, elle partagea ses propres souvenirs de ses parents, du père qui jouait du violon les soirs d'hiver, de la mère qui cousait des robes avec les chutes les plus improbables et les faisait ressembler à des œuvres d'art. 2 âmes blessées trouvant du réconfort dans des souvenirs partagés, découvrant que la douleur, lorsqu'elle est partagée, perd un peu de son aiguillon. L'aube les trouva encore en conversation, une proximité née non de la passion mais de la compréhension mutuelle. Lorsque les premiers rayons de soleil entrèrent par la fenêtre, Éléonore fit quelque chose d'inattendu. Elle prit la photographie de Marie et la remit doucement à sa place. Mais à côté, elle plaça un petit dessin que Marguerite avait fait de la ferme, tous les 3 travaillant ensemble, passé et présent côte à côte, ne se faisant pas concurrence mais coexistant. Le retour de Jeannot apporta de bonnes et de mauvaises nouvelles. Le juge avait accepté d'examiner l'affaire, mais Lefebvre avait été alerté et préparait des représailles. La tension à la ferme pouvait être coupée au couteau. Les voisins qui aidaient auparavant gardaient maintenant leur distance, craignant la colère du puissant fermier. Les provisions en ville se firent de soudainement rares, les vendeurs prétextant un manque de stock lorsqu'Éléonore ou Marguerite apparaissaient. Ce fut Marguerite qui apporta une solution inattendue. Pendant ses explorations, elle avait découvert une grotte cachée dans les collines voisines. À l'intérieur, à la surprise de tous, il y avait d'anciennes peintures, des symboles cherokees que Jeannot reconnut des enseignements de sa grand-mère. Plus important encore, la grotte se connectait à une série de tunnels qui menaient à une vallée cachée avec une source d'eau pure. La découverte était plus que de l'eau, c'était un pouvoir de négociation. Avec un accès à une eau indépendante, il ne dépendrait plus des puits que Lefebvre pouvait saboter. Mais garder le secret exigeait de la prudence. Il travaillait la nuit, créant un système d'irrigation déguisé qui semblait dépendre du puits existant, mais tirait en réalité l'eau de la source secrète.
Le quatrième moment crucial survint pendant la fête de la moisson en ville. Jeannot avait insisté pour qu'elles y aillent. Refuser de se cacher ne ferait que donner plus de munitions aux rumeurs. Éléonore porta la seule bonne robe qu'elle avait réussi à sauver, une robe bleue délavée qui mettait en valeur le vert de ses yeux. Marguerite tressa des fleurs sauvages dans ses cheveux, ressemblant presque à l'adolescente qu'elle aurait dû, trop lieu de la survivante endurcie qu'elle était devenue. L'accueil fut glacial au début. Des regards de travers, des chuchotements mal déguisés. Mais alors la musique commença, violons et harmonicas remplissant l'air de mélodies qui transcendèrent les préjugés. Ce fut le vieux Samuel, vétéran de guerre respecté par tous, qui a brisé la glace. Il s'approcha de Jeannot et lui serra la main publiquement, déclarant assez fort pour que tous entendent qu'un homme qui protégeait les démunis méritait le respect, pas la calomnie. Encouragé, Jeannot fit quelque chose qui surprit tout le monde, y compris lui-même. Il tendit la main à Éléonore, une invitation silencieuse à danser. Elle hésita, consciente de tous les yeux sur eux, mais accepta ensuite. La première danse fut rigide, 2 personnes naviguant non seulement les pas mais aussi les émotions inexprimées entre eux. Mais à mesure que la musique coulait, quelque chose changea. Les corps trouvèrent un rythme naturel. Les yeux se rencontrèrent et maintinrent le contact, le monde autour disparaissant jusqu'à ce qu'il ne reste que 2. Lorsque la musique s'arrêta, le silence fut assourdissant. Puis, une salve d'applaudissements isolés. Marguerite souriant comme elle ne l'avait pas fait depuis des mois. D'autres se joignirent, timidement au début, puis avec plus de confiance. Pas tous. Lefebvre et ses acolytes observaient dans l'ombre avec des regards qui promettaient des ennuis, mais assez pour montrer que toute la ville n'était pas contre eux. La danse débloqua quelque chose entre Jeannot et Éléonore. Ce n'était pas encore de l'amour, mais la possibilité de celui-ci, fragile comme les premiers bourgeons après l'hiver. De petits gestes devinrent chargés de sens. Il laissait des fleurs sauvages sur sa fenêtre. Elle rapiéçait ses chemises avec un soin supplémentaire, tous 2 trouvant des excuses pour travailler côte à côte. L'attaque vint par une nuit, sans lune. Jeannot se réveilla avec l'odeur de fumée, la grange en flammes éclairant l'obscurité comme un phare infernal. Des hommes masqués encerclaient la propriété, des torches à la main, des voix criant des exigences. Lefebvre avait finalement perdu patience avec les méthodes subtiles. La bataille fut chaotique. Jeannot défendait la porte d'entrée, des coups de feu résonnant dans la nuit. Éléonore protégeait la fenêtre arrière, sa visée précise maintenant les envahisseurs à distance. Marguerite, surmontant sa terreur, transportait des munitions et de l'eau pour éteindre les flammes qui menaçaient de se propager à la maison. Le moment décisif vint d'une source inattendue. Les voisins qu'Éléonore avait gagnés, alertés par la lueur de l'incendie, arrivèrent armés et déterminés. Le vieux Samuel menait, suivi d'une 12aine d'hommes et de femmes fatigués de la tyrannie de Lefebvre. Le cours de la bataille tourna. Les hommes de main, s'attendant à une résistance symbolique, fuirent devant l'opposition organisée. Mais la victoire eut son prix. Jeannot avait reçu une balle dans l'épaule, le sang tachant sa chemise tandis qu'il continuait à tirer. Ce fut Éléonore qui l'atteignit lorsqu'il tomba finalement, ses bras forts le soutenant tandis que Marguerite courait chercher des bandages. Tandis qu'elle pressait des chiffons contre la blessure, des larmes se mêlant à la suie sur son visage, les mots s'échappèrent sans permission. « Ne me quitte pas. Je ne peux pas te perdre toi aussi. » La confession resta suspendue entre eux tandis que les voisins éteignaient les dernières flammes et que le shérif, finalement contraint d'agir par la pression populaire, arrêtait les hommes de main qui n'avaient pas réussi à fuir. Jeannot, malgré la douleur, leva sa bonne main pour toucher le visage d'Éléonore. « Je ne vais nulle part, promit-il. Nous avons encore une ferme à gérer. » La guérison de Jeannot fut le 5e moment définitif. Confiné au lit sur ordre du docteur itinérant, il se retrouva soigné par les sœurs avec une dévotion qui allait au-delà de la gratitude. Marguerite lui lisait, sa voix douce racontant des histoires de terre lointaines tirées de livres empruntés. Éléonore changeait ses bandages, ses mains douces contredisant la force qu'il savait qu'elle possédait. Ce fut pendant l'un de ces changements, le soleil couchant projetant une lumière dorée dans la chambre, que la dernière barrière tomba.
Éléonore termina de nouer le nouveau bandage et fit mine de se lever. La main de Jeannot la retint, ses doigts s'entrelaçant avec les siens. Aucun mot ne fut nécessaire. Le baiser fut doux, presque hésitant, deux cœurs blessés, osant espérer à nouveau. Marguerite, jetant un coup d'œil par la porte, sourit et s'éloigna silencieusement. Certaines choses, elle l'avait appris, avaient besoin d'intimité pour s'épanouir. Comme les fleurs du désert qui attendaient la pluie rare pour éclore en explosion de couleurs, l'amour entre Jeannot et Éléonore avait eu besoin de temps, d'épreuves et de confiance pour enfin émerger. Les conséquences de l'attaque furent significatives. Lefebvre, exposé et humilié, perdit une grande partie de son pouvoir. Le juge du comté, armé des preuves de l'attaque et des témoignages, non seulement confirma les droits de Jeannot sur sa terre, mais enquêta également sur les autres activités du riche fermier. Les propriétés volées furent rendues, les dettes forgées annulées. Lefebvre ne fut pas emprisonné, l'argent achetait encore une certaine immunité, mais son empire de peur s'effondra. La menace diminuait. La vie à la ferme trouva un nouveau rythme. La source secrète fut révélée à la communauté, l'eau partagée avec les voisins dans le besoin. La générosité, Jeannot l'avait appris, créait des liens plus forts que la peur. La ferme prospéra, non en richesse matérielle, mais en quelque chose de plus précieux, la communauté. Éléonore réalisa son rêve de manière inattendue. Avec plus de familles se sentant en sécurité, les enfants avaient besoin d'éducation. Une école improvisée naquit dans la grange reconstruite, Éléonore enseignant les lettres et les chiffres à des esprits avides. Marguerite, découvrant un talent pour la guérison, apprit avec le docteur itinérant, ses mains douces et son intuition naturelle faisant d'elle une guérisseuse recherchée. Le mariage eut lieu le printemps suivant, lorsque le désert explosa en fleurs éphémères. Il fut simple, comme il convenait à des gens qui avaient appris que les choses les plus précieuses étaient rarement ornées. Le vieux Samuel officia, ayant découvert des pouvoirs ministériels oubliés. La communauté entière assista, célébrant non seulement l'union mais la victoire de l'espoir sur le désespoir. Éléonore portait une robe qu'elle avait cousue elle-même, des fleurs du désert tressées dans ses cheveux. Jeannot, mal à l'aise dans ses vêtements du dimanche mais rayonnant de bonheur, pouvait à peine croire à la femme à ses côtés. Marguerite, demoiselle d'honneur et sœur de cœur, pleura des larmes de joie qui lavèrent les derniers vestiges de tristesse de ses jeunes yeux. Les vœux furent simples mais profonds. Jeannot promit d'être le port sûr dans les tempêtes, le protecteur qu'il avait échoué à être avant, mais qu'il jurait d'être maintenant. Éléonore promit d'être la force quand il faiblirait, la lumière quand l'obscurité menacerait, de l'engloutir. Tous deux promirent d'honorer le passé tout en construisant l'avenir, de créer un foyer où l'amour n'était pas seulement un mot, mais une action quotidienne. La fête dura jusqu'à ce que les étoiles dominent le ciel. La musique coulait comme le ruisseau au printemps. La nourriture simple mais abondante nourrissait les corps et les âmes. Des histoires furent partagées, des rires résonnèrent dans la vallée, et pendant une nuit, l'ouest sauvage montra son côté doux. Des couples dansèrent sous les étoiles, des enfants coururent entre les tables, de vieux hommes fumèrent la pipe et se remémorèrent des temps plus durs. Quand ils se retirèrent finalement vers la maison maintenant véritablement leur foyer, Jeannot et Éléonore s'arrêtèrent sur la véranda. La vallée s'étendait devant eux, baignée par le clair de lune argenté. Dans le silence confortable, tous deux pensèrent au voyage qui les avait amenés jusqu'ici. La douleur transformée en but, la perte en amour, la survie en vie pleine. Des mois passèrent dans un contentement laborieux. La ferme grandit, non en taille, mais en vie. Plus de bétail paissait dans les champs irrigués par l'eau de la source. Le potager d'Éléonore nourrissait non seulement eux, mais aussi les voisins dans le besoin. L'école improvisée devint permanente, avec des dons de la communauté construisant une structure propre. Marguerite trouva son propre chemin vers le bonheur. Thomas, le fils du forgeron, commença à lui rendre visite avec des excuses de plus en plus transparentes. Leurs conversations sur les herbes médicinales se transformèrent en promenades dans la campagne, leurs mains se trouvant finalement avec la naturalité du soleil levant. Le traumatisme du passé n'avait pas disparu, mais il ne définissait plus son avenir.
La première grande épreuve vint avec la sécheresse de l'été suivant. Même la source secrète diminua jusqu'à n'être qu'un filet. Les cultures flétrissaient, le bétail maigrissait, le désespoir planait comme des vautours sur la communauté. C'est alors que la véritable mesure des changements se manifesta. Au lieu du chacun pour soi, la communauté s'unit. L'eau fut rationnée équitablement, la nourriture partagée, personne ne fut abandonné à son sort. Jeannot mena des expéditions pour trouver de nouveaux puits. Sa connaissance de la terre et son intuition héritée de sa grand-mère Cherokee se révélant inestimable. Éléonore organisa la distribution des ressources, sa combinaison de compassion et de pragmatisme maintenant l'ordre lorsque la panique menaçait. Marguerite, avec ses compétences de guérison, soigna les malades, affaiblis par la privation. Ce fut pendant la pire partie de la sécheresse que la nouvelle arriva. Éléonore était enceinte. La révélation vint un matin lorsqu'elle s'évanouit pendant qu'elle enseignait. Le docteur, appelé à la hâte, sourit en donnant le diagnostic. Au milieu de la mort menacée par la sécheresse, la vie insistait pour fleurir. Jeannot reçut la nouvelle avec un mélange de joie et de terreur. Une autre vie à protéger, une autre chance d'échouer, ou, murmura, l'espoir de réussir. La communauté réagit comme si la grossesse était aussi la leur. De petits cadeaux apparaissaient sur la véranda. Des petites robes cousues de chute, un berceau sculpté par le vieux menuisier, des herbes pour renforcer la mère et le bébé. C'était comme si le bébé à venir représentait l'avenir que tous luttaient pour assurer, preuve que la vie continuait malgré les adversités. La pluie vint finalement par une après-midi de septembre, d'abord comme des gouttes hésitantes, puis comme un torrent purificateur. La communauté entière sortit pour danser sous la pluie, les visages levés vers le ciel, les bouches ouvertes pour savourer le salut liquide. Jeannot et Éléonore s'étreignirent sous le déluge, son ventre commençant à montrer la promesse qu'elle portait. Marguerite et Thomas tourbillonnaient comme des enfants, le poids des derniers mois lavé par l'eau céleste. Avec la pluie vinrent de nouveaux défis. Les sentiers se transformèrent en bourbiers, rendant les voyages impossibles. La rivière, sèche depuis si longtemps, se remplit dangereusement vite, menaçant les propriétés voisines. Mais c'était de bons problèmes, réfléchit Jeannot en aidant à construire des digues. Des problèmes d'abondance, pas de pénurie. La communauté, renforcée par les épreuves, les affronta avec une vigueur renouvelée. L'hiver apporta sa propre beauté austère. La neige, rare dans ces parages, couvrit la vallée comme une couverture de pureté. Éléonore, lourde de sa grossesse avancée, se déplaçait avec précaution dans la maison chauffée par le feu constant. Jeannot était devenu superprotecteur, au point qu'Éléonore menaça de le bannir de la maison s'il lui demandait encore une fois si elle allait bien. Ce fut lors d'une de ces nuits d'hiver, le vent hurlant dehors, mais à l'intérieur tout, confort et lumière, que les douleurs commencèrent. Marguerite prit les choses en main avec un calme appris, en voyant Thomas chercher la sage-femme pendant qu'elle préparait de l'eau chaude et des linges propres. Jeannot, l'homme qui avait affronté des bandits sans sourciller, faisait les 100 pas comme un chat en cage. Le travail fut long, testant la résistance de tous. Éléonore, forte comme toujours, mordit un morceau de cuir pour étouffer les cris qui effraieraient Jeannot encore plus. Il resta à ses côtés, la laissant lui briser les os de la main si nécessaire, lui murmurant des mots d'encouragement et d'amour. Marguerite et la sage-femme travaillaient avec une efficacité née de l'expérience, guidant le processus naturel avec un minimum d'interférences. Les pleurs du bébé à la naissance furent le son le plus doux que la maison ait jamais entendu. Un garçon, sain et fort, avec les yeux bleus de son père et le menton têtu de sa mère. Ils l'appelèrent Guillaume, en l'honneur du père d'Éléonore, mais il serait connu sous le nom de Guillaume, un nom qui portait la volonté et la détermination. Dans ces quelques lettres, l'arrivée de Guillaume changea la dynamique de la maison une fois de plus. Jeannot découvrit des réserves de tendresse qu'il ne savait pas posséder, passant des heures à observer simplement son fils dormir. Éléonore équilibrait la maternité avec l'enseignement, donnant souvent des cours avec Guillaume, attaché à sa poitrine dans une écharpe. Marguerite, tante dévouée, chantait des berceuses apprises de sa mère, créant de nouveaux souvenirs pour supplanter les douloureux. La ferme prospéra dans les années suivantes.
Plus de familles s'installèrent dans la région, attirées par la promesse d'une communauté juste et d'eau partagée. L'école d'Éléonore grandit, nécessitant une assistante que Marguerite devint joyeusement lorsqu'elle ne soignait pas les malades. Thomas trouva finalement le courage de lui demander sa main, leur mariage étant une autre célébration qui unit encore plus la communauté. Lefebvre devint un lointain souvenir, un rappel de ce que l'avidité débridée causait. Ces anciens domaines furent divisés entre de petits fermiers, la terre servant enfin à beaucoup au lieu d'en enrichir un seul. La justice, Jeannot l'avait appris, venait parfois non par la violence, mais par la persistance et l'union communautaire. Préco. Ans après l'arrivée de Guillaume, Éléonore donna naissance à une fille. Marie, non choisie avec une bénédiction silencieuse du passé, naquit sous une pleine lune par une nuit claire de printemps. Là où Guillaume était tempétueux comme son père, Marie était sereine comme l'eau immobile, observant le monde avec des yeux verts qui semblaient voir au-delà du voile des apparences. La famille grandit non seulement en nombre mais en connexion. Neveux et nièces naquirent du mariage de Marguerite et Thomas. Les élèves d'Éléonore, devenus adultes, revenaient rendre visite et montrer leurs réalisations. La ferme devint un lieu de rassemblement, un endroit où les histoires étaient partagées et la sagesse transmise. Par une après-midi particulièrement mémorable, Jeannot emmena Guillaume, alors âgé de 5 ans, découvrir la grotte avec les peintures Cherokee. Le garçon écouta émerveillé les histoires des anciens habitants de la terre, sur le respect de la nature et la vie en harmonie. Lorsqu'il demanda s'il pouvait peindre ses propres histoires là-bas, Jeannot sourit. Un jour, quand tu auras des histoires dignes d'être racontées, les défis ne cessèrent jamais complètement. Des hivers rigoureux, des étés caniculaires, des fléaux menaçant les récoltes, des maladies testant les compétences de Marguerite. Mais chaque défi était affronté non par des individus isolés, mais par une communauté unie. La ferme de Jeannot, autrefois refuge solitaire, palpitait maintenant comme le cœur battant de quelque chose de plus grand. L'Ouest était en train de changer aussi. Les chemins de fer approchaient, apportant progrès et problèmes. Les villes grandissaient, là où il n'y avait auparavant que du désert. La loi et l'ordre, autrefois des concepts vagues, prenaient forme. Mais dans la vallée protégée par les montagnes, le changement venait au rythme choisi par ses habitants, non imposé de l'extérieur. Éléonore adapta le programme scolaire pour préparer les enfants au monde en mutation sans perdre le lien avec la terre. Les mathématiques étaient enseignées en calculant les récoltes et en divisant l'eau. La lecture venait à travers des histoires locales et des livres apportés par les marchands. L'histoire incluait autant les grands événements que les souvenirs des anciens de la communauté. L'un des changements les plus significatifs survint lorsqu'ils découvrirent que les peintures dans la grotte n'étaient pas seulement de l'art, mais une carte. En suivant les symboles, ils trouvèrent un réseau de grottes encore plus grand, avec des preuves d'habitation ancienne et, plus importante encore, des filons d'argent. La découverte aurait pu détruire la communauté par l'avidité, mais les leçons avaient été apprises. L'argent fut extrait avec soin, les bénéfices divisés équitablement, toujours en laissant assez pour les générations futures. Avec les ressources provenant de l'argent, des améliorations substantielles furent apportées. L'école obtint un bâtiment en pierre, avec une bibliothèque qui ferait l'envie des villes plus grandes. Un petit hôpital bien équipé fut construit, Marguerite ayant enfin un lieu approprié pour exercer la médecine apprise. De meilleures routes connectèrent la vallée au monde extérieur, facilitant le commerce mais maintenant un isolement suffisant pour préserver le caractère unique du lieu. Jeannot, maintenant avec les cheveux gris mais toujours forts, assuma un rôle de juge de paix informel. Sa réputation de justice et de sagesse pratique faisait que les différends lui étaient soumis avant de penser aux tribunaux lointains. Assis sur la véranda, Guillaume jouant à ses pieds, tandis que Marie dessinait au fusain. Il dispensait des conseils tempérés par l'expérience et la compassion. Par l'une de ces après-midi, un jeune couple arriva, la femme ayant clairement fui une situation abusive. L'histoire faisait douloureusement écho au passé d'Éléonore et Marguerite. Sans hésitation, la communauté les accueillit. Du travail fut trouvé,
un abri fourni, une protection garantie. Le cycle de rédemption et d'espoir continuait, chaque acte de bonté créant des ondes qui se propageaient au-delà du visible. Les années passèrent comme des pages tournant dans un livre bien-aimé. Guillaume grandit fort et juste, combinant la force silencieuse de son père avec l'intelligence aiguisée de sa mère. Marie devint artiste, ses peintures capturant l'essence de la vallée et de ses habitants avec un talent qui transcendait l'âge. Tous deux apprirent non seulement la survie mais la vie pleine, entourés par une communauté qui démontrait quotidiennement le pouvoir de l'union. Marguerite et Thomas eurent 4 enfants, chacun trouvant sa place dans la tapisserie communautaire. L'aîné suivit les traces médicales de sa mère. Le deuxième devint forgeron comme son père. Les plus jeunes jumeaux montrèrent une aptitude pour l'agriculture innovante, introduisant des techniques qui augmentèrent la productivité sans épuiser la terre. La véritable preuve de ce qu'ils avaient construit vint lorsqu'une corporation ferroviaire tenta de forcer le passage par la vallée. Des hommes en costume arrivèrent avec des cartes et des menaces légales voilées. Ils trouvèrent une communauté unie, assez éduquée pour comprendre les contrats, assez prospère pour engager leurs propres avocats, assez cohérente pour résister aux tentatives de division. La bataille juridique dura 2 ans. Pendant ce temps, la communauté fit preuve de la résilience apprise au cours de décennies de défis. Des fonds furent rassemblés, des stratégies débattues démocratiquement, personne ne fut laissé pour compte. Lorsque la victoire vint finalement, préservant la vallée tout en permettant au chemin de fer de suivre une route alternative, elle fut célébrée non avec ostentation, mais avec une gratitude tranquille. Ce fut pendant ces célébrations que Jeannot monta sur une caisse improvisée, demandant l'attention. Avec Éléonore à ses côtés, leurs enfants proches, la communauté réunie, il a parlé avec le cœur. Il se remémora l'homme brisé qui était arrivé dans la vallée des décennies plus tôt, cherchant seulement l'isolement pour sa douleur. Il parla des 2 femmes qu'il avait achetées pour sauver, mais qui finirent par le sauver lui. Il mentionna chaque famille présente, chaque contribution, chaque acte de courage et de bonté qui avait transformé une terre aride en un foyer prospère. En terminant, il leva un verre de cidre maison en un toast, à la vallée qui nous a accueillis, aux personnes que nous sommes devenues, à l'avenir que nous avons construit ensemble. Le toast fut repris par des dizaines de voix, chacune portant sa propre histoire de rédemption et d'espoir. Sous les étoiles qui avaient été témoins de tout le voyage, la communauté célébra non seulement une victoire légale, mais le triomphe de l'esprit humain. L'histoire pourrait s'arrêter là, en un moment de triomphe communautaire. Mais la vie, comme la rivière qui coule maintenant constamment dans la vallée, poursuit son cours. De nouveaux défis viendraient, des changements inévitables avec le nouveau siècle approchant. Mais les fondations étaient solides, construites non sur la pierre, mais sur les connexions humaines, sur des choix quotidiens de bonté, plutôt que de cruauté, de communauté plutôt que d'isolement. Par une matinée de printemps, des décennies, après ce jour fatidique au marché, Jeannot et Éléonore étaient assis sur la même véranda, maintenant agrandie pour accueillir les petits-enfants qui couraient dans le jardin. Leurs mains, marquées par le temps mais toujours entrelacées, racontaient dans l'histoire d'un amour construit jour après jour, choix après choix. Le soleil se levait sur la vallée, peignant le ciel de promesses d'un jour de plus. Éléonore se tourna vers son mari, les yeux portant toujours le feu qu'il avait remarqué pour la première fois tant d'années auparavant. Ça valait le coup, dit-elle simplement. Chaque moment difficile, chaque larme, chaque lutte. Regarde ce que nous avons construit. Jeannot lui serra la main, l'émotion étranglant ses mots. Oui, ça valait le coup, chaque seconde. Marguerite s'approcha, maintenant une matriarche respectée, une guérisseuse dont les mains avaient sauvé d'innombrables vies. À ses côtés, Thomas, les cheveux blancs mais le sourire encore jeune. Ensemble, les 4 observèrent la vallée s'éveiller, écoutant les sons d'une vie prospère. Des enfants riant, en allant à l'école, le marteau sur la forge, le mugissement du bétail sain, la cloche de la chapelle que Thomas avait forgée, sonnant une mélodie matinale. C'était le tableau d'une vie non parfaite mais pleine, non facile mais significative. Chaque personne dans la vallée portait sa propre histoire d'arrivée brisée et de reconstruction patiente. La ferme de Jeannot, autrefois symbole d'isolement, palpitait maintenant comme le cœur d'une communauté qui prouvait quotidiennement
que l'espoir n'était pas un mot vide, mais un choix actif, renouvelé à chaque aube. L'Ouest sauvage d'antan était dompté, disaient certains. Mais là, dans la vallée, entre les montagnes qui gardaient d'anciens secrets et les plaines qui fleurissaient avec soin, la sauvagerie n'avait pas été éliminée, mais transformée. Le courage nécessaire pour survivre seul soutenait maintenant une communauté. La force utilisée pour dominer protégeait maintenant les vulnérables. La détermination de conquérir construisait maintenant un avenir partagé. Guillaume, maintenant un homme fait avec sa propre famille, rejoignit ses parents sur la véranda. Marie arriva peu après, des toiles sous le bras, prête à capturer la lumière matinale. 4 générations unies par des choix faits des décennies auparavant, quand un homme solitaire décida que 2 vies valaient plus que toute sa richesse matérielle. Quand 2 sœurs trouvèrent le courage de faire confiance à nouveau, quand une communauté choisit l'union plutôt que la division. Le soleil acheva son ascension, baignant la vallée de lumière dorée. Des oiseaux chantaient dans les arbres qui n'existaient pas lorsque Jeannot était arrivé, plantés par des mains communautaires et offrant maintenant ombre et abri. La rivière murmurait sa chanson éternelle, l'eau de la source secrète, coulant maintenant ouvertement, nourrissant la terre et les gens. C'était un nouveau jour dans la vallée, comme des milliers avant et des milliers à venir. Chacun une opportunité de choisir l'espoir plutôt que le désespoir, l'amour plutôt que la peur, la communauté plutôt que la solitude. Et dans chaque choix, dans chaque petit geste de bonté, dans chaque main tendue pour aider, le véritable Ouest se révélait, non pas une terre de violence et de loi du plus fort, mais un lieu où les cœurs blessés trouvaient la guérison, où les étrangers devenaient une famille, où l'impossible se produisait quotidiennement grâce au pouvoir extraordinaire de gens ordinaires choisissant d'être meilleurs que leurs circonstances. Le voyage avait commencé avec une lettre tachée, annonçant une vente aux enchères improbable. Il continuait maintenant dans les rires des enfants, dans les mains calleuses travaillant ensemble, dans les histoires partagées autour des feux de camp, dans chaque lever de soleil sur une vallée qui prouvait que la rédemption n'était pas un concept abstrait, mais une réalité vécue par ceux assez courageux pour la chercher. Le vent murmurait entre les constructions, non plus une complainte solitaire, mais une chanson de bienvenue. Car tous ceux qui arrivaient dans la vallée venaient comme Jeannot, Éléonore et Marguerite étaient arrivés, brisés d'une manière ou d'une autre, cherchant quelque chose qu'ils pouvaient à peine nommer. Et comme eux, ils trouvaient non seulement un abri mais un foyer, non seulement la survie mais une vie abondante, non seulement la tolérance mais un amour actif qui transformait le désert en jardin. C'est la véritable histoire de l'Ouest. Non une conquête violente mais une construction patiente, non des héros solitaires mais des communautés résilientes. Non une fin heureuse mais une continuation pleine d'espoir. Chaque personne qui choisit de protéger plutôt que d'exploiter, de construire plutôt que de détruire, d'aimer plutôt que de craindre, écrit un nouveau chapitre dans cette narration éternelle. La vallée demeure, témoin et participante, rappelant à tous ceux qui parcourent ces sentiers que les miracles se produisent lorsque les cœurs blessés osent espérer à nouveau. Et vous, à quel moment laisserez-vous l'espoir fleurir dans votre désert ?